mettre sur les épaules et sur la tête. Le concierge m'a dit, moi y vois, m'allait le dire au propriétaire. Fait trop longtemps que je me fie sur ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Alors, bienvenue à l'émission « Dessine-moi un logement » sur CKFM 88,3. Mon nom est Benoît Gingras et je serai votre animateur aujourd'hui. Notre émission de ce jour portera sur les OBNL en habitation, les organismes à but non lucratif en habitation. Et nous avons la chance aujourd'hui d'être devant public à la résidence L'Oasis, Sainte-Odile, située au coin des rues Duval et des Chênes, dans le quartier Léret à Limoilou. Alors, comme nous nous entretiendrons aujourd'hui des OBNL en habitation, il faut que je vous dise un mot sur ce qu'est un OBNL en habitation. Les OBNL en habitation, parfois aussi nommés OSBL, sont des organismes communautaires ayant pour mission d'offrir des logements abordables et de qualité dans leur milieu. Ils sont administrés par un conseil d'administration, généralement composé de locataires et de gens de la communauté. Ils s'adressent souvent à des gens confrontés à une problématique commune, c'est-à-dire personnes vivant avec un trouble de santé mentale, personnes à risque d'itinérance, personnes en perte d'autonomie, personnes victimes de violence. Un support communautaire et des services sont également offerts dans ces milieux. Alors, certains OBNL, toutefois, ont des missions plus larges et desservent des besoins des personnes, notamment à faible revenu. Alors aujourd'hui, comme nous nous entretiendrons sur cette question, je recevrai dans un premier temps M. Donald Baillargeon. Donald est président du conseil d'administration de la résidence L'Oasis. Ensuite, nous nous entretiendrons avec M. Jacques Baudouin, conseiller juridique au réseau québécois des OBNL en habitation. Et enfin, Daniel Lambert s'entretiendra avec des résidentes et des résidents du manoir Laure-Gaudreau, un OBNL en habitation situé à Sainte-Foy, à Québec. Alors, débutons maintenant avec Donald de Baillargeon. Qui est Donald de Baillargeon? Il est donc administrateur, comme je vous le disais précédemment, à l'Oasis Sainte-Odile depuis 2007. Il préside le conseil d'administration de la résidence depuis 10 ans. Il est également, Donald, administrateur à la Fédération régionale des OSBL en habitation de Québec, Chaudière-Appalaches. On utilise l'acronyme FROC, et ce, depuis 2020. Donald a toujours été très impliqué dans sa communauté. Il a été conseiller à la Ville de Québec et commissaire à la Commission scolaire de la capitale, notamment. Alors, bienvenue, Donald. Alors, pour les fins de notre entretien, nous allons nous tutoyer puisque nous nous connaissons bien. Merci Benoît. Bonjour à toi, bonjour aux auditeurs et auditrices aussi. Alors, en quelques mots, Donald, on est en plein à l'Oasis, on vient de le mentionner devant public. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la résidence L'Oasis Sainte-Odile? Bien, avec plaisir. Et j'ajouterais que on a fêté le 1er septembre dernier les 20 ans d'habitation. Les premiers ménages sont entrés, c'est ça, il y a 20 ans. Et à ce propos-là, on a décidé de faire l'histoire de la résidence à partir même de 2017, c'est-à-dire en remontant à 25 ans, quand l'idée est venue à des gens du milieu. Et on a un bel ouvrage là-dessus qu'on se fait un plaisir de diffuser, une belle réalisation collective des membres du CA et d'autres bénévoles en grand nombre. Et puis à la résidence L'Oasis, il y a combien de logements? On a 71 logements, donc 71 ménages de personnes de 65 ans ou plus, autonomes, en tout cas à l'entrée, qui perdent de l'autonomie parfois, mais qui demeurent ici longtemps. Alors, Donald, comme l'Oasis est une personne morale, sans but lucratif, elle est donc administrée par un conseil d'administration. Quelle est la composition de ce conseil d'administration? Bien, à la différence d'une coopérative d'habitation,
il y a des résidentes au CA, mais il y a aussi des gens de l'extérieur comme toi, Benoît, comme moi et deux autres. Et on a tellement de conviction, je dirais, et de plaisir de travailler avec les résidentes ici qu'on a décidé de s'appeler Voisins solidaires, nous quatre. Et on a une histoire de participation vraiment exceptionnelle. Je pense que c'est pas exagéré de le dire comme ça. Je vais sûrement y revenir un peu plus tard. Hein? Maintenant, est-ce que quand tu parles de cette forme de mixité, quels sont les avantages par rapport à ce fonctionnement-là en conseil d'administration? Bien, je dirais que les avantages, c'est en partie sur le sentiment d'appartenance au milieu. Les personnes au CA ou dans l'animation du milieu qui sont regroupées à ce moment-là sous le nom Les Amis de l'Oasis, ces personnes-là ont à cœur la vie, mais ces personnes-là sont des porte-paroles du milieu. Et nous, de l'extérieur, quand on veut mieux comprendre une situation ou quand on veut être informé d'une question, bien, on a des personnes autour de la table qui peuvent le faire. Et qui ont un point de vue de personnes qui habitent, qui peut être différent de celui du point de vue du gestionnaire. Est-ce qu'à ce moment-là, dans la recherche d'administrateurs externes, là, il y a la recherche d'experts dans certains domaines ou de gens qui ont développé, disons, une spécialité dans leur milieu de travail, dans la vie ou... Je ne le sais pas trop. Dans notre cas, ça s'est passé autrement parce que toi, Benoît et moi, on a eu des engagements communs depuis, ça remonte à 40 ans en quelque sorte, tu sais. Et on a une collègue de l'extérieur qui, à un moment donné, m'a approché puis m'a dit « Donald, j'ai du temps, mes filles sont grandes, j'aimerais m'engager dans mon milieu, tu sais. » Je n'ai pas eu grand effort pour l'accepter, tu sais. Et à un moment donné, toi et moi, on a rencontré un résident dont j'ai admiré énormément l'écoute, le temps qu'il nous a donné. Et des années plus tard, je me suis dit, ben mon Dieu, il faut l'inviter au CA de l'Oasis. On avait un poste de libre. Alors, vous voyez que ça a été tellement, je dirais, naturel, le regroupement des gens de l'extérieur. Puis à l'intérieur, ça s'est passé aussi de la même façon. Okay. Madame Boutette, à un moment donné, lors de l'assemblée annuelle, était sur le bout de sa chaise. Puis il y avait une belle percée visuelle avec moi. Je la vois, puis je la propose. Elle dit oui. Elle n'a pas dit avec plaisir, mais c'était évident. Et à ce moment-là, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on venait de dépasser notre nombre de personnes du milieu au CA. Dans notre règlement, c'était 2. On n'avait pas appris que ça devait être 3. En vertu de nos conventions avec la Société d'habitation ou de nos lettres patentes, les gens du milieu ont droit à au moins un tiers des postes au CA. 2, ce n'est pas un tiers de 7. T'sais. Alors là, on était à 3. Puis peu de temps après, Mme Boutette me dit, ben, j'ai Mme Bergeron qui voudrait venir au CA. On aurait pu dire désolé, mais on l'a dit bienvenue. Mais en fait, je trouve ça intéressant parce qu'on peut parler des personnes impliquées qui sont à l'intérieur de la résidence, qui sont au conseil d'administration. Ce sont des femmes essentiellement et ce sont des administratrices très engagées dans leur communauté. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en parler avec des exemples concrets d'engagement là, des administratrices au CA de Saint-Odile, la résidence Oasis Saint-Odile? Le plus grand exemple, c'était leur engagement dans le comité du 20e anniversaire. Le conseil avait nommé Benoît comme coprésident avec Mme Bergeron comme coprésidente. Moi, je me suis gardé le travail pour l'histoire, l'écriture de l'histoire. Et
ça a été un travail de plus d'1 an de préparer la fête du 20e anniversaire, le 1er septembre, mais il y a eu des choses avant le 1er septembre. À un moment donné, une présentation de photos des 20 ans qui a eu lieu ici. J'aime ça, ce qu'on fait là. Le temps file, Donald. J'aimerais que tu nous parles des défis de recrutement pour amener des personnes à s'impliquer dans un CA à l'Oasis, à la résidence l'Oasis Sainte-Odile. Bien, si je regarde notre expérience, comment je dirais, le mouvement vers le CA de la part des résidentes, ça a commencé avec une activité qui rassemblait des personnes volontaires pour échanger sur le milieu, puis qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le milieu. C'était dans la démarche Voisins solidaires, il y a plusieurs années. Et il était une demi-douzaine à peu près. Et à un moment donné, elles ont dit, on veut rencontrer le CA. J'ai dit, ouais. J'ai accepté d'y aller avec le gestionnaire pour que les gens départagent les choses. Bien, à ce moment-là, il n'était pas 6, il était 20. 20 personnes. Et c'est là qu'une résidente s'est démarquée, Mme Boutette, c'est là que je l'ai observée. Donc, je pense qu'il faut favoriser, il faut rassembler les gens, leur permettre de se rassembler. En très peu de temps, Donald, de temps file, effectivement. Quelles sont, en très peu de temps, comme je le disais, quelles sont les qualités qui sont recherchées pour faire partie d'un conseil d'administration dans un OBNL comme la résidence l'Oasis Sainte-Odile? Bien, je dirais peut-être la première qualité, c'est d'accepter les différences qu'il y a entre nous. Hein? Nous, on peut être des professionnels, mais dans une résidence comme ici, il y a des professionnels, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des professionnels. Alors, ça, c'est pas simple, mais je pense que c'est la clé. Alors, écoute, Donald, merci. Merci beaucoup pour ta participation. Merci pour ces informations pertinentes qui nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement d'un conseil d'administration dans un OBNL. Je te dis à la prochaine. Je pense que tu veux nous dire encore quelques mots avant de quitter. Je veux dire merci. Je suis vraiment très content d'avoir eu cette occasion-là de dire tout le bien que je pense de notre équipe et de notre milieu. Posez une à une, comme des brindilles sur un nid d'oiseaux, des diamants qui brillent sur de l'eau, la maison sous les arbres, est en pierre de lune, posée une à une, oui, comme des brindilles, pour te faire un nid. Ce sera ton île, ton abri, la maison sous les arbres n'aura que des fenêtres et un toit, peut-être, où les hirondelles et leurs hirondeaux rangeront leurs ailes en duo. Oh, viens, je l'ai faite pour toi, de mes mains, elle a besoin de toi, tu vois bien, elle est sans raison et n'a pas de nom.
est en pierre de lune, posée une à une. Mais pour l'habiter, c'est bien entendu. Tu devras marcher les pieds nus, les pieds nus. La maison sous les arbres de Gilbert Bécaud. Quelle belle chanson suite à cette entrevue concernant la résidence L'Oasis Sainte-Odile. Cette résidence enveloppée par des jardins, par des fleurs, entretenue par des gens investis dans leur communauté. Nous allons maintenant nous entretenir avec une habitation. Jacques s'intéresse particulièrement dans cette entrevue aux résidences pour personnes âgées, donc communément appelées les RPA. Alors, nous débutons avec Jacques. Alors, bonjour. Alors, Benoît Gingras. Je suis en compagnie de M. Jacques Beaudoin, directeur des affaires juridiques et publiques au Réseau québécois des organismes sans but lucratif. Comment on peut distinguer les RPA des OSBL non certifiés? En fait, là, il y a des organismes sans but lucratif d'habitation qui ont une offre de logement pour des personnes âgées. Puis il y a différentes formules. Il y en a qui offrent seulement du logement, mais dans un ensemble où les logements sont réservés à des personnes, disons, 55 ans et plus. Il y en a qui offrent du logement avec un service ou une offre plus limitée de services, ce qui fait qu'ils ne sont pas assujettis à toute la réglementation sur les résidences pour aînés qu'on appelle les fameuses RPA. Là, où RPA, c'est résidences privées pour aînés. Mais là, nous, on est dans le privé sans but lucratif, là, communautaire. Et il y a des RPA, des organismes sans but lucratif d'habitation qui ont développé une offre de logement avec plus de services et qui correspondent à la définition d'une RPA, mais qui sont différentes des grandes RPA qu'on connaît, là, que ce soit les Résidences Soleil ou Chartwell, le réseau Sélection, tout ça. C'est une offre de logement avec service qui s'adresse à des personnes âgées dans un contexte communautaire et à un coût de logement ou de loyer beaucoup plus abordable, évidemment, que les grandes résidences privées à but lucratif. Et dans le cadre de l'atelier aujourd'hui, Jacques, vous nous avez parlé de l'état des lieux, en fait, concernant les RPA, les OSBL non certifiés. J'aimerais vous entendre effectivement là-dessus, dans le contexte actuel. Quel est l'état de la situation? Généralement, c'est toujours difficile de viabiliser un projet d'OSBL d'habitation pour personnes âgées avec service, que ce soit certifié ou non certifié, parce que dans le modèle qu'on a choisi au Québec depuis 25 ans, les organismes qui développent des projets vont avoir une aide à la construction, mais il n'y a pas de financement à l'exploitation. Et le coût des services, il doit s'autofinancer. Puis le coût des services augmente. Bon, on n'a pas besoin de parler longtemps du contexte économique actuel, pénurie de main-d'œuvre, tout ça. Alors, les coûts d'exploitation augmentent, puis on est en présence de locataires à qui on ne veut pas imposer des augmentations de loyer qui dépassent, mais qui seraient trop importantes et qui, de toute façon, n'ont pas la capacité de payer. C'est des personnes âgées, souvent à faible ou très faible revenu. Ça, c'est un problème qu'on a généralement. Pour les RPA certifiés sans but lucratif actuellement, c'est encore plus difficile parce que il y a un contexte où l'image des RPA a souffert pendant la pandémie, pour de bonnes et mauvaises raisons, mais je dirais surtout pour de mauvaises raisons, parce que les gens ont assimilé les RPA au CHSLD et au milieu d'hébergement. En réalité, là où il y a eu des crises, ça a été principalement, on a parlé du CHSLD Aaron à Montréal, c'était un CHSLD privé. C'était pas une RPA. Il y a eu très peu de cas, même si la situation a été difficile, ça a été bien géré en général dans les RPA. Mais les gens confondent, puis avec le confinement qui a été imposé dans les RPA, c'est un modèle où
Les gens craignent maintenant d'aller rester dans une RPA. Donc, on a des taux d'inoccupation, une augmentation des coûts d'exploitation, des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Tout ça fait que nos RPA, OSBL, qui n'ont pas de capacité financière comme Chartwell là, ou les résidences Soleil, qui n'ont pas une capacité d'assumer des déficits d'exploitation, mais là, ils se retrouvent en déficit d'exploitation. Puis depuis le début de l'année 2001, il y en a 11 au Québec qui ont fermé. Mais on parle de 11 sur 200 à peu près. Là, il en reste 192 en exploitation en date d'aujourd'hui. On ne connaissait pas ça, nous, dans notre secteur. Là. Les organismes sans but lucratif qui développaient des RPA, il y avait juste des listes d'attente. Les gens attendaient pour aller vivre là parce que c'est des bons endroits, bien entretenus, avec des bons services, puis où les loyers sont moins chers que dans le marché privé. Mais là, présentement, ça va mal et il y en a qui ferment. Et puis c'est comme si ça ne préoccupait pas les autorités et le gouvernement qu'on est en train de perdre des RPA comme ça, communautaires sans but lucratif. Mais non seulement on en a perdu 11 là, depuis le début de l'année 2021, mais il y a, dans un sondage qu'on a fait, il y a la moitié de celles qui sont en exploitation qui nous disent que présentement, ils vivent sur des déficits, puis ils vivent sur leurs réserves. Mais d'ici 2, 3, 4 ans, s'ils n'ont pas une aide pour rester en exploitation, ils vont être obligés de fermer elles aussi. Puis celles qui ferment, là, bien, c'est beaucoup des petites résidences en milieu rural. Il y en a eu dans la région de la Capitale-Nationale, dans Charlevoix, dans la dernière année, 2 résidences OSBL, une qui a fermé en 2021, une en 2022. Et c'est une perte pour les personnes âgées qui ont passé toute leur vie dans leur communauté, puis que là, avec la fermeture de la résidence sans but lucratif, il n'y a pas d'autre offre de résidence à Saint-Urbain, là. Il n'y a pas d'autre offre qu'il y avait une RPA OSBL. Et on le comprend parce que les modèles d'affaires des grands groupes, Chartwell n'ira pas ouvrir une résidence à Saint-Urbain dans Charlevoix parce qu'ils ont des modèles d'affaires basés sur 500 unités, 600 unités. C'est des grandes tours dans les grandes villes. Mais qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées qui ont passé toute leur vie dans leur milieu, puis à qui l'on dit... Supposément qu'on reconnaît le principe de vieillir et vivre chez soi dans sa communauté, mais on leur dit, vous n'êtes plus capable de rester tout seul en logement, vous avez besoin d'un milieu collectif qui va être accessible, abordable, puis où vous allez avoir accès aux services dont vous avez besoin pour rester à domicile dans votre milieu, mais vous allez déménager à Québec, vous allez déménager si c'est quelqu'un dans le Bas-Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup ou à Rimouski. Puis vous ne pourrez pas rester dans la communauté où vous avez passé votre vie, où vous avez vos attaches, vos proches, vos amis, vos habitudes, le milieu communautaire aussi qui offre des services. Ça n'a pas de sens. Puis le problème, c'est que présentement, on a essayé de lever le drapeau rouge là, pour dire il faut qu'il se passe quelque chose pour sauver ce modèle-là. Puis il n'y a pas eu du tout de réaction au niveau gouvernemental. Puis vous nous avez parlé également, nous avez entretenu du fait qu'il y a d'autres RPA qui sont livrables bientôt. En conjonction avec des listes d'attente, il y aurait là aussi également peut-être un problème relativement aux listes d'attente qui ont fondu là, avec la COVID, si j'ai bien compris, là, et les gens qui craignent de se retrouver en RPA, n'est-ce pas? Oui. En fait, on a ce problème-là, mais on a d'autres problèmes liés aux coûts d'exploitation, aux difficultés de s'assurer. Et quand on réussit à s'assurer, c'est avec des primes totalement faramineuses. On pense, dans le cas d'un organisme, une RPA, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, de 16 logements, qui est un Axélogie qui vient d'ouvrir, 80 000 pour assurer l'immeuble par année pour 16 logements. C'est la prime que les assureurs leur proposaient. Fait que tout ça mis ensemble, ça nous fait dire qu'on a un problème, pour prendre un mot que les gens n'aiment pas entendre au Québec, un problème systémique là, avec ce réseau-là de résidences communautaires et qu'on veut maintenir, mais dont la survie est en difficulté. Puis pendant ce temps-là, on soutient quand même le développement de d'autres. C'est parfait. Dans le programme Axélogie, actuellement, il y a 26 résidences qui sont en voie de réalisation, à peu près 800, 900 unités à travers la province. Mais quand elles vont ouvrir, elles vont faire face, on n'a pas réglé le problème de comment on fait fonctionner ça, puis comment on viabilise ça, puis qu'on assure la survie,
Mais qu'est-ce qui va arriver de celle-là, de l'argent qu'on a mis dans la construction? Ils vont faire face aux mêmes problèmes, que ce soit la perte d'attractivité, le problème de pénurie de main-d'œuvre, le problème d'assurance. Fait qu'il faut s'attaquer à ça. Ça prend une décision politique de dire, bien, on va intervenir pour sauver et encourager et soutenir ce modèle-là, s'asseoir avec les gens du milieu, que ce soit des OSBL, des coops, des offices d'habitation qui développent aussi des RPA, puis dire, on se met ensemble et on regarde qu'est-ce qu'on a besoin pour s'assurer de la survie et de la viabilité. OK, vous nous avez parlé de pénurie de personnel. Vous nous avez parlé également d'enjeux de formation, Jacques, relativement à l'intervention appropriée et adaptée là, dans ces milieux. Qu'en est-il exactement? C'est surtout un enjeu dans les RPA qu'on appelle de catégorie semi-autonome, c'est-à-dire qui offrent des services d'assistance personnelle, aide à l'hygiène, aide à l'alimentation, distribution, administration de médicaments. Ces services-là sont dispensés par des préposés. Et il y a des exigences de formation. Et à l'embauche, les organismes actuellement, les RPA, ont 1 an pour former, assurer la formation des préposés. Et malheureusement, ce qui arrive actuellement, c'est que en raison de l'écart des conditions de travail entre le milieu communautaire et le secteur public, bien, il n'est pas rare qu'une personne commence à travailler dans une RPA communautaire, suive la formation, puis après ça, une fois qu'elle est formée, elle va travailler dans le secteur public. Puis on ne lui reprochera même pas parce qu'on est rendu à des écarts de salaire de 10-11 $ de l'heure avec le secteur public. Mais encore là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On n'est pas là juste pour former des gens qui vont aller dans le secteur public. Après ça, va venir cannibaliser. C'est ça, c'est des situations qui se produisent en ce moment. Et encore là, ça prend plus de souplesse, ça prend plus de soutien aussi pour qu'on puisse, entre autres, rehausser les conditions de travail. C'est pas un choix qu'on fait dans le communautaire de se dire, on va payer les salaires le plus bas possible. C'est parce que c'est la réalité de nos organisations et aussi du fait que dans notre modèle, on a investi dans le soutien à domicile, là, mais nous, c'est quand une résidence OSBL offre des services d'assistance personnelle, aide à l'hygiène, au bain, c'est du soutien à domicile. Ça permet à la personne de rester là. Elle est chez elle, elle a un bail de logement. Elle est en domicile. Mais alors que si cette personne-là, elle était simplement locataire chez elle dans le marché privé, elle pourrait recevoir du soutien à domicile du secteur public. Là, elle est en RPA, fait qu'on dit, là, tu vas payer un montant additionnel au loyer pour les services de préposés dont tu as besoin. Pourquoi on ne financerait pas les RPA à ce moment-là pour offrir ces services-là? Ça libérerait la capacité du personnel du secteur public qui intervient en soutien à domicile pour les gens qui ne sont pas en RPA. Et ça permettrait à ces gens-là, plutôt que de devoir déménager, se relocaliser ailleurs, d'aller dans une ressource intermédiaire ou même éventuellement d'aller en CHSLD, de rester plus longtemps dans leur domicile, qui est un logement locatif en RPA communautaire. Alors, Jacques, le temps file. C'est, je pense, tout le temps que nous avions là, pour cette entrevue. Alors, je tiens à te remercier infiniment pour cette entrevue. Bien, merci, ça m'a fait plaisir. Qui sera le temps dans le rose à l'horizon? Qui sera l'orage dans la prose du vent? Quand s'épanchent les présages, qui lira la tradition? Et quand j'aurai 3 fois mon âge, qui s'en balancera pour de bon? Je sais que c'est pas vrai, l'âge n'a pas d'or. Et si on devenait joyeux d'années-lumière, de vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or? À quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants et qui tracent la grande ours devant des yeux grands, de vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux? On court après le temps, mais on veut pas voir son sillage. Pas dans l'écran et pas dans les visages. Pendant que la jeunesse cherche un sens à l'histoire, l'histoire elle se berce toute seule dans les
Vieillir sans être vieux. Nous venons d'entendre la magnifique chanson « Les Joailliers » d'Ingrid Saint-Pierre. Nous allons maintenant céder la parole à Daniel Lambert, qui s'entretiendra avec des résidentes et des résidents du manoir Laure Gaudreau, un OBNL en habitation situé à Sainte-Foy, à Québec. Alors, merci Daniel pour ton entretien. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au manoir Laure Gaudreau, une résidence pour personnes retraitées, et je vais m'entretenir avec 3 personnes qui résident au manoir. Alors, Louise Falardeau, Pierrette Rioux et André Lafort. Tout d'abord, merci de votre accueil. On va débuter avec Madame Falardeau. Le manoir Laure Gaudreau, c'est un organisme à but non lucratif, un OBNL d'habitation pour des personnes retraitées autonomes de 55 ans et plus. Madame Falardeau, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'historique du manoir Laure Gaudreau? Oui, absolument. Ça fait plaisir de recevoir des gens de la radio. En fait, pour faire connaître la maison ici, le manoir, et aussi Madame Laure Gaudreau qui a participé à la fondation de ce manoir parce que c'est une personne très inspirante. Laure Gaudreau était enseignante dans Charlevoix. Et c'est elle qui a fondé le première association d'institutrices rurales catholiques à l'époque. Ça, on peut dire que c'était comme les premiers syndicats, la CSQ par exemple. Alors, son parcours à elle, bien, elle a étudié à l'École normale Laval, ici à Québec. En 1906, à l'âge de 16 ans, elle se méritait la médaille du lieutenant-gouverneur, plus une autre médaille, je me souviens plus je pense que c'est du prince de Galles, quelque chose de semblable. Ensuite, bien, quand elle a terminé son école normale, elle est retournée dans Charlevoix, aux Éboulements, d'où elle est venue, elle est née là-bas. Alors, comme institutrice débutante, elle avait 48 filles réparties en 3 divisions du primaire pour un traitement annuel, tenez-vous bien, de 125 $ annuellement. D'accord? Alors, je pense que c'est pour ça que tranquillement, elle a vu que les enseignantes, les enseignants, mais surtout au niveau rural peut-être, ça gagnait pas leur vie très, très fort. En 1936, après 30 ans de pratique, elle a fondé la Fédération catholique des institutrices rurales de la province de Québec. Ça, c'est en 1936 et elle est devenue fondatrice en 1937. Alors, au départ, ici, la maison Laure Gaudreau, c'était vraiment pour les gens, les enseignants retraités. Évidemment, on comprend qu'à l'époque, les personnes, les institutrices, pouvaient pas avoir, il n'y avait pas de grosses pensions. On a fêté il n'y a pas longtemps le 40e anniversaire. Ici, en majorité, au début, c'était des enseignants, mais à la longue, là, présentement, on recrute aussi d'autres gens de d'autres métiers. Actuellement, il y a 130 logements ici, une maison certifiée par le CIUS de la capitale. Il y a 2 services de base, il y a une surveillance 24h/7 et une salle à manger avec un repas par jour. Habituellement, c'est le dîner. Alors, comme vous l'avez mentionné, là, la résidence ici, ça a été fondé là, par Mme Gaudreau et c'est un OBNL d'habitation. Alors, on va regarder avec M. Laforce, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à venir demeurer ici à Laure Gaudreau plutôt que dans une RPA, une résidence pour aînés, mais privée? Ce qui nous a motivés à habiter ici, ma femme et moi, c'est que on cherchait un logement. On voulait avoir un logement quand même qui correspondait à nos moyens. Puis, en magasinant, en cherchant, on a trouvé la résidence, le manoir Laure Gaudreau. Puis, on a visité, puis on s'est rendu compte qu'il y avait une belle vie communautaire, que c'était d'un prix vraiment très, très abordable. Donc, finalement, on a décidé de venir habiter ici. Ça correspondait à nos besoins, à notre budget. Puis, ce qui nous a inspiré, évidemment, c'était les activités, l'esprit communautaire qu'il y a ici.
au niveau des finances, c'est sûr que comme c'est un organisme sans but lucratif ici, ben c'est pas les profits ne vont pas dans les poches d'actionnaires. Là. Les profits, ils vont tous dans les services qui sont rendus. Il y a un conseil d'administration qui est composé de bénévoles. Ces gens-là, ils ne retirent aucun argent. Ils n'ont aucun salaire. Et puis, ils sont très, très généreux de leur temps. Donc, puis présentement, il y en a justement une pénurie de logements abordables pour les aînés, mais aussi pour l'ensemble de la population. Comme vous l'avez mentionné, là, M. Laforce, comme c'est un OBNL, c'est géré par un conseil d'administration. C'est des bénévoles là, qui ont à cœur la mission de l'organisme. Mais les résidents ils ont quand même un rôle très important. Puis, il y a un comité des résidents qui est sur pied. Alors, Mme Falardeau, vous êtes la présidente de ce comité des résidents-là. Alors, je vous demanderais de nous parler un petit peu du comité, puis du rôle du comité, si vous voulez bien. Alors, parfait. Donc, moi, c'est la première année que je suis dans ce comité-là, le comité des résidents. Ça fonctionne, ça, depuis des années. Je ne sais pas combien d'années, mais dès les tout débuts de la fondation, il y a eu un comité des résidents. Actuellement, on est 5 personnes qui habitent ici. Évidemment, c'est bénévole. Habituellement, on est élus en assemblée générale une fois par année. Alors, notre rôle, c'est vraiment de faire le lien entre les résidents, la directrice générale, qui est Mme Desjardins aujourd'hui, et le CA. Donc, Mme Desjardins a eu l'idée d'installer une boîte à suggestions. Donc, les gens écrivent des suggestions, des plaintes. Oui, c'est sûr qu'il y en a un petit peu. C'est normal, je pense. Et puis, alors, nous, on les lit, puis on fait des recommandations à Mme Desjardins, qui est une personne très ouverte, avec beaucoup d'expérience avec les personnes âgées. Moi, je la trouve fantastique, cette madame-là. Mis à part le comité de résidents, je crois qu'il y a un grand nombre là, d'activités et de comités ici au manoir Laure Godreau. Madame Rioux, est-ce que vous pouvez nous parler de ces différents comités-là et des différentes activités qu'il y a ici au manoir? Comme il y a beaucoup d'activités, surtout depuis que la COVID nous a lâchés, je pourrais parler des comités qui sont vraiment uniquement des bénévoles et non pas impliqués, comme par exemple un comité de jardinage. Quand l'été s'en vient, on commence déjà à y rêver. Hein? Il y a évidemment un comité de pastoral, puis il y a une chapelle dans cette résidence-là qui est très, très belle. Il y a le comité de la bibliothèque dont je fais partie et qui finalement est situé comme par hasard, juste en face de la chapelle, et où il y a presque 3500 livres. Mais ces livres, la plupart, la très grande majorité, sont des livres qui ont été donnés par soit les résidents qui arrivent ou qui partent ou qui lisent beaucoup et qui en passent beaucoup, aussi par des gens, mettons, qui sont en relation avec des personnes ici qui nous arrivent des fois avec 3, 4, 5 boîtes de livres, surtout quand ils sont forcés de déménager pour des raisons quelconques. Il y a aussi, évidemment, un comité l'entraide très présente entre les résidents. Par exemple, pour un problème de déplacement, pour des visites nécessaires, pour aussi des maladies temporaires. Pendant la résidence, ça a beaucoup fonctionné. Pendant la pandémie, ça a beaucoup été un support important, cette entraide-là entre les résidents. Il y a aussi des activités de groupe, comme par exemple la chorale. Alors, ici, il y a 2 musiciennes de talent et d'expérience qui accompagnent la chorale. Alors, c'est d'autant plus riche pour nous, les autres, que finalement, ça pourrait l'être sans aucune musicienne. Il y a un atelier d'écriture qui est en cours actuellement. Oui, il y a un atelier d'écriture qui est actuellement organisé pour supporter les personnes qui veulent soit produire un document, soit juste pour leur satisfaction personnelle. Il y a
en collaboration avec la commission scolaire, 2 cours qui fonctionnent à l'année, dont le cours sur la mémoire et le cours de yoga. Puis, il y a un club de tricot pour le bénéfice des démunis. Il y a un petit groupe de personnes dont l'engagement, c'est de produire des vêtements chauds, surtout des bas, des mitaines, des tucs. Alors, et elles sont très fières de pouvoir, à la fin de l'année, dire combien elles en ont tricoté. C'est fabuleux. C'est fabuleux pour quelques personnes là, impliquées. Là. Du côté des loisirs, il y a aussi beaucoup d'activités, comme par exemple un récent, le bingo, qui est hebdomadaire, qui regroupe quand même un bon nombre de personnes. Le cinéma chaque samedi soir. Il y a une salle d'entraînement où les gens peuvent aller se mettre en forme ou se maintenir en forme. Une salle de billard. Il y a à chaque étage aussi des petits salons qui sont dans des très petites pièces, mais que les résidents ont aménagées à leur satisfaction pour se retrouver, pour échanger, pour parfois partager un repas, faire des activités dans le fond qui leur plaisent et où là, ils se retrouvent dans un espace à eux. Alors, c'est très apprécié par beaucoup de gens. Alors, je penserais que il y a aussi un que j'ai oublié, l'atelier d'art, où les gens se rencontrent un après-midi pour pratiquer leur art. Bien, merci beaucoup. Je trouve qu'il y a une vie très, très riche ici au manoir, autant sur le plan sportif, culturel, spirituel, en tout cas, beaucoup de niveaux. Ça donne le goût de venir rester ici. Alors, on sait que dans les résidences pour aînés, puis dans beaucoup d'activités là, aussi, on retrouve majoritairement des femmes. C'est le cas ici aussi. Alors, j'aurais le goût d'entendre M. Laforce pour qu'il nous parle un petit peu de qu'est-ce que c'est quand on est un homme de vivre avec un milieu de vie là, majoritairement féminin. Bien, c'est comme dans le reste de la vie, il faut s'adapter, mais disons que c'est très agréable. Les femmes sont d'un commerce très, très, très agréable, puis c'est intéressant. Il reste que nous, même si on est en minorité, on a quand même notre place ici. Puis, il reste qu'on, dans le fond, hommes ou femmes, on est tous des humains, puis on essaie de vivre le mieux possible ensemble. Par ailleurs, il y a certaines activités où les hommes sont sollicités parfois. J'entends, par exemple, au niveau de l'entraide pour des tâches, peut-être des travaux un peu plus lourds, comme un peu de déneigement, un peu de pelletage, du jardinage, déplacer des boîtes plus lourdes. Il y a quelqu'un, entre autres, ici, il y a un bénévole qui s'occupe de toute la gestion du recyclage, de la récupération, qui s'occupe de ça, ou l'entretien du carré où on joue à la pétanque. Puis il y a aussi des hommes qui travaillent à la réception ici du manoir Lord Godreau. Donc, on a notre place, même si on n'est pas très nombreux, puis on vit très, très bien en harmonie avec la majorité de femmes ici. C'est très agréable. Une des missions, dans le fond, de l'organisme, là, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est d'offrir un milieu de vie harmonieux, heureux ici. On a vu qu'il y a plusieurs comités, qu'il y a des activités, mais au-delà des activités, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'ambiance qu'il y a au manoir Lord Godreau? Alors, peut-être Mme Rioux? Dans cette résidence-ci, compte tenu qu'elle est en longueur surtout, il y a de grands corridors. Alors, les corridors sont parfois de nos parloirs, parce que c'est beaucoup dans ce domaine-là, dans ces lieux-là qu'on se croise à tout bout de champ. Et il y a aussi des résidents, un homme en particulier, qui récemment a offert le dépannage informatique. Ce qui n'est pas rien, parce que on n'est pas né dans la génération des ordinateurs. Alors, c'est une merveille. Puis récemment aussi, on a eu un chansonnier, quelqu'un qui habite la maison depuis déjà plusieurs années et qui a
après la COVID, accepté de faire une boîte à chansons. Et c'était franchement chaleureux et agréable parce que ça avait cette atmosphère-là, l'atmosphère des boîtes à chansons qui ont été tellement populaires au Québec pour tout le monde. L'atmosphère est définitivement basée sur l'entraide. À la bibliothèque, juste pour parler de ce que je connais le mieux, on a des bénévoles qui assument une semaine à tour de rôle dans chaque mois pour replacer les livres, pour accueillir les gens s'ils viennent à la bibliothèque, surtout les nouveaux, pour des fois suggérer des lectures particulièrement intéressantes, mais qu'avec la quantité de livres qu'il y a devant nous autres, on ne les trouve pas automatiquement. Ben, merci beaucoup. Écoutez, je trouve que souvent, quand on entend des fois dans les médias parler des RPA ou des résidences pour retraités aînés, c'est pas flatteur, puis c'est souvent négatif. Puis je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, ça respire la joie de vivre, la jeunesse. Vraiment, là, je trouve que c'est un très, très beau milieu de vie. Il y a une phrase inspirante que Mme Falardeau vient de me passer. Voulez-vous la lire? Je vais vous la passer. Bien, justement, ça vient de ma lecture de la vie de Mme Laure Gaudreau. Alors, une phrase inspirante, une femme inspirante, avec beaucoup de... C'est une femme qui a dédié sa vie aux autres, hein? Alors, elle dit, la jeunesse n'est pas une époque de la vie, c'est un état d'esprit, c'est une volonté bien campée, une imagination vive et des sentiments ardents, plus d'audace que d'appréhension. Et les personnes âgées peuvent faire ça aussi. Oui, et ça se sent, en tout cas, quand on entre même dans la maison. Alors, je vous remercie beaucoup, encore une fois, de nous avoir reçus au Manoir Laure Gaudreau et de votre participation à notre émission « Dessine-moi un logement » sur CKIA FM au 88,3. Alors, merci beaucoup. Pour bâtir une maison, il te faut des 2x4, des bardeaux, des cabochons, du ciment et un niveau. 300 de livres de clous et 20 tonnes de cailloux, des équerres et des tuyaux, des marteaux et un chapeau. Mais n'oublie pas l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est tout d'abord un terrain malaurin. Pour arriver au pignon, il te faut d'abord la cave, un solage et un plancher et un mur de chaque côté. Des fenêtres et des portes, des lucarnes et des poutres, un escalier, un plafond et de la clarté pour monter. Mais n'oublie pas l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est d'abord un charpentier, mal au pied. Pour isoler ta maison, il te faut des sacs de laine, de la planche embouvetée, de la colle et du mastic. Coupe à froid et coupe chaud, coupe vapeur et coupe vent, papier noir, jaune et gris et d'épaisses feuilles de carton. Mais n'oublie pas l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est surtout un sac d'écu, mal aux mains. Pour habiter ta maison, il te faut de l'eau courante, une cheminée pour le feu et un meuble pour la glace. Une table et 4 chaises, une coupe de lit et tout, un éclairage au plafond, une lampe à ton chevet. Mais n'oublie pas l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est une femme dedans, mal aux dents. Si t'as tout ça dans la main, fais venir un bulldozer, un maçon, un contracteur, un ou deux bons menuisiers, un plâtrier et un peintre, 2 ou 3 cogneurs de clous, un décorateur pas cher, et un homme pour les serrures, et un autre pour les tapis, et un autre pour les rideaux, et un autre pour les armoires, et un autre pour la terrasse, et un autre pour le chemin. Tu n'en finiras jamais, et c'est ça qui est important. Pour bâtir une maison, voici qu'avec cette pièce de Félix Leclerc se termine notre émission « Dessine-moi un logement » à CKIA FM 88,3. Nos remerciements aujourd'hui vont à nos invités, Donald Baillargeon, Jacques Baudouin, ainsi qu'aux résidentes et résidents du manoir Laure Gaudreau. Un grand merci pour leur générosité et leur disponibilité. Également, un remerciement à l'équipe. Je nomme ici Luc Montmigny, Daniel Lambert, Lise Michaud, Bernard Jutras, Bernard Blais. Merci à Éric Trudel de la FROC, Fédération régionale des OBNL en habitation de Québec, Chaudière-Appalaches, pour son grand soutien. Merci également à Marlène Bordelot,
responsable de la production à CKIA FM 88,3. Notre émission est disponible en balado, toujours au 88,3. Notre prochaine émission aura lieu le 25 avril prochain, à midi, comme toujours. Elle portera sur le logement et les jeunes. Alors, d'ici là, bonne continuation et on vous attend le 25 avril. Au revoir. À 2h30 du matin, faut faire attention quand on sort, si on veut pas rester dehors. C'est plein de petites affaires comme ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Le varatane s'est détaché, on a trop mis d'ammoniac. Ça sert à rien de laver le plancher, la poussière reste prise dans les cracks. J'ai de l'air malpropre à cause de ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. C'est bien trop grand, un 8,5 depuis qu'il y a des enfants de partie. Quand on a des pièces à rien faire, on vient qu'on se sent étrangère. Puis y a toute l'huile qu'on brûle pour ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Le stéréo de la gang d'en haut est toujours ouvert au coton. Plus il est tard, plus c'est écho, sans terre ma télévision. Plus ça joue fort, plus ils aiment ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Ils ont démoli de l'autre bord de la rue pour faire un bloc appartement. C'était plein d'arbres, il en reste plus, sont morts étouffés dans le ciment. Ça bouge la...